Super, merci beaucoup messieurs, c'était un plaisir d'entendre Romain à notre micro. On est très content effectivement de l'avoir tout au long du week-end à nos côtés pour nous éclairer de ses lumières avec une petite distance parfaite pour commenter la Formule 1 de 2022. Alors l'ambiance qui règne ici, Franck, est absolument extraordinaire. C'était un Grand Prix qui était très attendu. Le retour de la F1 aux États-Unis, 2 Grands Prix dans la saison. L'année prochaine, il y en aura 3. On sent que c'est redevenu un sport très populaire aux États-Unis. Elle est magique l'ambiance, c'est pas compliqué, c'est x10 par rapport à un autre Grand Prix. Il y a des animations entre les séances d'essais libres, alors que normalement c'est des animations qui sont là que le jeudi. Il y a du monde de partout, c'est blindé, on n'est que le vendredi. J'attends de voir, je pense, la grille de dimanche va être juste magique parce que ça va être un parterre de stars. On va se retrouver à Cannes, mais ici à Miami, ça va être juste dingue. C'est un pays qui est passionné de sport, qui est passionné de spectacle évidemment, et ça suscite beaucoup d'enthousiasme auprès des pilotes, vous l'imaginez bien. On va les écouter, certains d'entre eux, notamment Pierre Gasly, qui a pu rencontrer une légende du sport mondial, Michael Jordan. Écoutez-les. C'était incroyable. Je pense que j'ai jamais eu un dîner avec quelqu'un d'aussi inspirant et même un athlète aussi intelligent. C'était juste formidable de pouvoir boire toutes ses paroles et l'écouter et prendre de son expérience. Et même, je savais pas que c'était un très grand fan de Formule 1. Connaît le sport quasiment mieux que moi. Et voilà, je pense que de tous les athlètes, il n'y a personne d'autre que j'aurais plus aimé rencontrer. Donc non, une soirée vraiment particulière et la meilleure des manières de commencer ce week-end de Miami. Non, un week-end très particulier, c'est clair, c'est hyper spécial pour nous d'être ici à Miami. Pour moi, c'est la première fois que je visite l'endroit, que je visite la Floride et on a eu un super welcome, on va dire. J'ai presque envie d'appeler ça mon deuxième Grand Prix à domicile. J'adore être ici, vraiment. Par certains aspects, ça me rappelle l'Australie. Il y a certains endroits aux États-Unis qui me rappellent là où j'ai grandi. Je suis très heureux d'être là. C'est la première course ici. Je pense que ça va être un super spectacle. Oui, c'est sûr que la Marina, c'est pas une vraie comme à Monaco chez moi. Mais bon, je trouve que l'idée est sympa. C'est sûr, c'est pas une vraie. Et encore une fois, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été vues auparavant en Formule 1 pour les fans ici. Et je suis sûr qu'ils vont passer un bon week-end ici en piste. Et ça, c'est le plus important. Ils vont passer un grand moment, un Grand Prix inédit. La Formule 1 qui veut continuer évidemment à enrichir le monde de ce sport, hein, bien sûr, à ce que les fans soient de plus en plus nombreux pour aller admirer ce sport. Et c'est le cas ce week-end. Et ils veulent aussi offrir de nouvelles expériences à leurs fans, certes, mais aussi à leurs pilotes. Laurent, beaucoup d'activités en marge du Grand Prix pour les pilotes cette semaine. Ouais, jusqu'à présent, Miami, pour eux, c'était plus une destination de vacances qu'une destination de travail et de Grand Prix. Ils sont tous arrivés plutôt tôt pendant la semaine et ont profité du climat floridien, comme Daniel Ricciardo, vous l'avez entendu il y a quelques instants dire à quel point il adorait l'endroit. Il a fait du jet ski dans l'océan Atlantique ici à Miami. Il y a également eu des véhicules particulièrement spectaculaires dans les Everglades pour Max Verstappen et Yuki Tsunoda. Ça s'appelle des Swamp Buggy, des buggy de marécage avec des roues énormes d'1,72 m, des moteurs V8 de 900 chevaux. Ils sont bien amusés. Puis il y a George Russell qui allait voir un match de NBA, de playoff avec l'équipe locale des Miami Heat et qui après a même fait une petite session d'entraînement avec Isaiah Stewart, un joueur des Detroit Pistons. Donc c'est quand même beaucoup de loisirs pour les pilotes. Mais ça y est, maintenant ils sont concentrés sur la compétition et le Grand Prix de Formule 1 ici, Margot. Oui, et puis ça y est, surtout, enfin, les voitures ont pris la piste. On attendait ça, on voulait voir les premiers tours de roue et c'est ce qui s'est passé lors de la première séance d'essai libre ce matin. Franck avait quand même pas mal d'informations à collecter pour toutes les équipes et tous les pilotes. Il y avait beaucoup de travail. Ouais, ça glissait quand même pas mal. C'est un nouveau circuit, même s'il a été très bien préparé. On a vu beaucoup de petites erreurs, des voitures qui sont difficiles à contrôler, un train arrière qui glisse énormément. La grosse bonne nouvelle en fait de cette séance, c'est de revoir les Mercedes un petit peu au top qui sont revenus. Elles ont beaucoup moins de marsouinage, ça devient l'effet de rebond. Ça a quasiment disparu sur la voiture. Alors bien sûr, c'était que la première séance, ça va continuer à évoluer. On retrouve les deux protagonistes, Ferrari et Red Bull devant, avec une petite alerte quand même chez Red Bull pendant cette séance. Mais le bon truc, c'est de revoir une troisième équipe, la Mercedes, ils sont champions du monde en titre devant. Après, on a eu cette petite loupée de l'Alpha où Bottas est venu toucher. On a vu pas mal de tête à queue, mais le seul vraiment marqué, c'était celui de Bottas où il a cassé quand même l'aileron arrière, une partie du fond plat. C'est dédommageable et c'est un petit problème parce qu'en ce moment on manque un peu de pièces. Mais c'est comme ça, c'est la course auto. C'est comme ça et ça n'a pas empêché en tout cas les voitures d'évoluer sur la piste.
piste de prendre leur marque pour ce tout nouveau circuit. Charles Leclerc, c'est lui qui s'y est mieux retrouvé en tout cas, puisqu'il a mené cette première séance d'essai libre devant George Russell, la Mercedes en forme du pilote britannique. On retrouve derrière les deux pilotes Red Bull, Max Verstappen et Sergio Perez. Pierre Gasly qui s'est hissé à la 5e place en toute dernière minute de cette séance, performant sur son Alpha Tauri. Sainz 6e, on retrouve un peu plus loin Lewis Hamilton en 8e position, et puis un peu plus loin encore dans le classement à la 12e place l'Alpine de Fernando Alonso, et à la 15e position l'Alpine d'Esteban Ocon. Ferrari en tête ce matin, le leader du championnat plutôt en forme, Charles Leclerc, Franck, qui a voulu affirmer, peut-être confirmer aussi un petit peu sa mésaventure d'Imola. Malgré ses places sur le podium depuis le début de la saison, il a quand même eu une petite déconvenue à Imola, il fallait reprendre un peu de confiance là. Ouais, grosse bêtise même de la part de Charles à Imola, une bêtise qu'on peut qualifier de débutant, trop d'attaques, trop de vibreurs, et une voiture qui part en voiture, ça a bien fonctionné, pas d'erreur par rapport à la Scuderia, une petite erreur par contre chez son très loin équipier, encore de Carlos Sainz, qui lui a fait un tête à queue, mais pour Charles Leclerc, ça s'est bien passé, il retrouve la première place, donc niveau de confiance, ça revient, ça se remet en place, et c'est ce qu'on attend de lui, donc c'est parfait. Bonne entame de week-end. Bonne entame de week-end pour le leader du championnat, 27 points d'avance, c'est une avance qu'il veut évidemment maintenir, le pilote monégasque, voire accroître, et ça sera le travail qu'il aura effectué ce week-end pour cela. Et puis son équipier Carlos Sainz, lui il est pour le coup sur une vraie mauvaise série, 2 abandons consécutifs, 2 erreurs, c'est ça le plus dur certainement à encaisser pour Carlos Sainz. Ce matin ça a été pas trop mal, mais il est quand même 6e jusqu'à demain soir. Une nouvelle erreur, il sort pendant les demain soir 22h avec les pneus froids, il se loupe un petit peu sur l'entrée du virage 5 avec la voiture qui part en travers, il découpe un pneumatique donc il crève, ce qui l'empêche grosso modo de faire la séance comme elle était travaillée au début. Vous voyez que là il est en pneu rouge, en fait avec ce tête à queue là il va casser le pneu, il va le crever, et ce qui fait qu'en fait il va repartir avec des pneus intermédiaires, pas des pneus intermédiaires, des pneus médiums. C'est pas trop grave parce qu'il n'y a pas de casse, mais le running plan, ce qui a été prévu par les ingénieurs, ça n'a pas pu être respecté, et ça c'est préjudiciable pour une équipe. Oui, alors est-ce qu'il a un petit peu de pression, Carlos Sainz, sur les épaules après ces 2 déconvenues sur les 2 derniers Grands Prix? Il avait fait 2 podiums pour les 2 premières épreuves de cette saison 2022, 2 abandons consécutifs. Comment ça se passe pour la pression? Laurent Dupin lui a posé la question. Je pourrais facilement me mettre la pression, mais sur mon dernier abandon, je n'ai rien pu faire différemment. C'est dur, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas idéal. Paradoxalement, lors des 2 dernières courses, j'étais bien plus à l'aise avec la voiture, plus fort, plus rapide. C'est une question de temps, il reste encore 19 courses. Comme on a vu avec le Real Madrid, tout peut se passer. On s'attarde un petit peu devant le box de Charles Leclerc. Franck, une petite interrogation peut-être? Ouais, beaucoup de travail sur la partie du fond plat. Vous voyez la partie qui est dessous, que ce soit devant comme derrière. On a beaucoup de travail qui sont en train d'effectuer. Est-ce que Charles aurait tapé un petit peu sur les vibreurs pendant la première séance? En tous les cas, la voiture démontée comme ça à quelques minutes juste avant la séance, forcément, c'est jamais de bon augure. Mais ils sont en train de travailler, donc en toute logique, ça va être réparé, ça va être fixé. Mais en tous les cas, on a une petite alerte déjà. Bon, petite inquiétude, on va voir comment ça se passe pour cette 2e séance d'essai libre. On sait combien les tours sont précieux ici, parce que même si les tours de simulateur ont été effectués, la piste, elle ne parle que quand on est dessus, et il n'y a que 2 séances d'essai libre aujourd'hui, et il faut les exploiter au maximum. Ouais, la deuxième alerte, regardez, elle est chez Verstappen ce matin, ils avaient un petit problème avec la voiture, un problème de température, de chauffe, mais je suis sûr que Julien nous en dira un petit peu plus. Et la partie moteur est toujours ouverte avec des mécaniciens qui s'y attardent, qui y travaillent. On n'est pas prêt du côté Red Bull, que ce soit sur cette voiture ici à droite ou c'est celle de Perez. Les fonds plats sont pas encore montés, vous savez qu'un fond plat c'est grosso modo 15 à 20 minutes pour être fixé, donc on a grosso modo 20 minutes de travail au minimum sur ces voitures là. Ça démarrera pas d'entrée de jeu pendant la séance. Alors oui, c'est important de rouler parce que quand on roule, ça vous donne des informations sur les pneumatiques, et on sait que la 2e séance c'est celle qui vous permet de travailler un petit peu les longs relais, ce qui vous permet aussi d'analyser les différents types de pneumatiques. Donc elle est cruciale, elle est ultra importante, il va falloir que ça sorte. Ouais, on continue à évoluer dans cette voie des stands. On va se diriger tranquillement vers le garage Mercedes. Les Mercedes qui ont été en difficulté sur cette début de saison malgré la bonne performance de George Russell, qui a marqué des points à chaque Grand Prix comme Charles Leclerc. D'ailleurs, ce sont les 2 seuls pilotes de la grille à l'avoir réalisé. Eh bien, elles étaient en forme ce matin, ces Mercedes, surtout celle de George Russell en 2e ce matin. Ouais, George Russell qui colle quasiment 8/10 à son coéquipier, donc c'est juste énorme. Et son coéquipier qui a un peu plus de difficulté. L'important de noter, c'est que la voiture, elle est stable, elle n'arrête plus elle ne fait plus de marsouinage, elle ne fait plus de rebond. Vous savez, ce gros problème de montée et de descente de la voiture, aujourd'hui, il n'existe plus, ou en tous les cas, il est beaucoup amélioré, ce qui permet à la voiture de rouler un petit peu plus bas et d'avoir donc plus de grip. On le voit tout de suite sur les chronos, les 2 pilotes s'en sortent bien. Ça glisse encore un peu, il faut trouver ses marques. Mais je pense que Mercedes va remonter un petit peu au combat, et on va avoir certainement, d'ici quelques courses, un vrai combat avec 3 pilotes devant.
Oui, et George Russell qui depuis le début de la saison, hormis le premier Grand Prix, a réalisé 3 Grands Prix consécutifs devant son équipier, le septuple champion du monde, Lewis Hamilton. Mais évidemment, il n'a qu'un seul objectif qui demeure, celui de gagner en écoute George Russell. Plus la Mercedes, oui mais normal. Le circuit est tout neuf. Donc bon, heureusement. Pour nous, l'objectif c'est de gagner. Il n'y a pas de boss quoi. Peu importe si je termine devant Lewis, si c'est pour la 4e ou la 5e place au championnat, ça n'a pas d'intérêt. Personne ne se souvient du pilote qui a terminé 5e du championnat. Il faut continuer à insister, trouver des solutions pour rendre la voiture plus rapide. Personnellement, je suis plutôt satisfait du début de saison. On a réussi à prendre autant de points que possible, et même plus. J'ai plus de 40 points au classement et c'est probablement plus que ce qu'on méritait. On doit garder ce rythme et quand on aura la voiture pour gagner, ça devrait bien se passer pour nous. Espérons qu'il y ait un jour cette voiture pour gagner. De bien faire. Il court vers sa voiture, vers sa monoplace, le pilote britannique, parce que cette saison elle est importante, elle compte pour lui. Il n'a pas la Mercedes qu'il aurait souhaité avoir. Néanmoins, il réalise quand même de très belles choses cette saison. Mercedes au classement évidemment du vol de 2021, seulement une position qu'ils ont peu connue par les années passées. C'est Ferrari qui mène ce classement avec 124 points, de Michael Red Bull 113 points et Mercedes seulement 77 points. Et on retrouve McLaren devant qui on va s'attarder un petit peu à la 4e position. McLaren, c'est un peu difficile d'évaluer son niveau finalement cette saison. Ouais, c'est clair que McLaren est un petit peu en difficulté. On a le nouveau casque, regardez le nouveau casque de Ricciardo qui est là. On sait que tous les pilotes ici sont venus avec des nouveaux casques. Et bien Ricciardo, bien entendu, n'a pas loupé l'occasion pour le faire. On a Norris qui est venu avec un nouveau casque aussi, c'est un ballon de basketball. La voiture qui fonctionne mieux, ça va mieux. Ils avaient fait de très bons essais lors des essais de Barcelone. Et ça a été un petit peu plus compliqué sur la suite, beaucoup de problèmes de frein, ça va de mieux en mieux pour McLaren. De ce paddock Formule 1, et bien de rire un petit peu, de s'amuser dans le paddock de Miami hier. On les a vus avec James Corden, cet acteur américain célébrissime qui fait chanter les gens les plus connus, les acteurs, les personnalités les plus reconnues. Anglais, je dis, pardon, oui, il est anglais. Et voilà, et donc hier, il s'est amusé avec les 2 pilotes, Lando Norris et Daniel Ricciardo, qui se sont prêtés au jeu de défiler en tenue un petit peu légère dans le paddock. On va l'écouter, Daniel Ricciardo. Est-ce qu'il est prêt pour le Miami Heat? J'adore la chaleur. J'aime ça parce que ça fait mal et qu'il faut beaucoup se battre. Mais ce qui est bien, c'est que je sais que d'autres vont souffrir encore plus que moi. Je ne dis pas ça pour faire le dur, mais c'est un combat psychologique. Ma motivation reste très élevée. Je pense que tout est encore possible pour moi. Donc je sais que ça viendra. J'espère que ce week-end, tout se passera parfaitement et que je serai à mon meilleur niveau pour donner le sourire à quelques personnes. Et puis une affaire qui remue un petit peu le paddock, qui excède un petit peu les pilotes de Formule 1, c'est la réglementation FIA. Julien Febvreau, alors qu'on a Zak Brown juste à nos côtés, le directeur de l'équipe McLaren, qui excède un petit peu, qui échaude un peu les pilotes, puisque la FIA a durci un petit peu sa réglementation sur des libertés que certains pilotes souhaitent conserver. Eh oui, Lewis Hamilton fait partie des pilotes qui souhaitent, Margot, conserver la possibilité de porter ses bijoux, mais il ne va pas vraiment pouvoir le faire. Lewis Hamilton, qui a d'ailleurs un petit peu provoqué son monde en arrivant en conférence de presse aujourd'hui dans le paddock. Il portait 3 montres, une cinquantaine de colliers, Hamilton. Un petit peu moins, enfin, beaucoup de bijoux. Ouais, c'est un peu exagéré. Le Britannique, c'était sa façon à lui de montrer, de signifier son désaccord avec le rappel à la règle, parce que la règle n'est pas nouvelle. Non, la FIA a dit que finalement, ils n'avaient pas touché. Il sait maintenant, Lewis Hamilton, qu'il a 2 grands prix pour se conformer aux règles de la FIA et enlever les derniers bijoux qui, pour raison médicale, eh bien, pour l'instant, ne sont pas retirables, notamment un piercing qu'il a dans le nez. Écoutez le Britannique en parler. Ça fait 16 ans que je pilote en Formule 1 et j'ai toujours porté des bijoux. Pendant la course, je ne porte pas de chaîne, je ne porte qu'une boucle d'oreille et mon piercing au nez. Ça n'a jamais posé de problème en termes de sécurité et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens puissent être eux-mêmes. Personne ne peut dicter des lois qui empêchent les gens d'être eux-mêmes, de s'exprimer. Ça fait partie des combats qui me tiennent à cœur, comme les droits des femmes. C'est tellement important pour moi, donc je prends position. Tout le monde a des objets personnels et je porte avec moi des objets religieux qui sont importants pour moi quand je roule et je me sens plus à l'aise comme ça, donc je pense que
ça devrait être personnel. Après, on en a discuté. Je pense qu'on est tous d'accord entre nous, entre pilotes, et on espère avoir une conversation avec la FIA et la F1. Ça va un peu loin, vous pensez, Franck? Ouais, je pense qu'il y a un nouveau shérif en ville et qu'il a envie de se faire respecter, tout simplement. Et s'il va être tué par son propre piercing, Lewis Hamilton, cette mort par un piercing, un peu de leur patte, leur passage en Formule 1. Puis on est face à des superstars, donc ils ont envie d'être des superstars aussi. C'est un petit problème d'ego, c'est tout. Bon, écoutez, on va revenir à la compétition. On va s'intéresser à une voiture que vous avez pu approcher de très près, Franck. C'est un peu le bonheur aussi de cette saison, c'est de pouvoir avoir un petit moment consacré en tête-à-tête avec une voiture. Là, il s'agit de la Ferrari. 1 minute avec Franck autour de la voiture de Charles Leclerc. On a la chance d'être à côté de la voiture de Carlos Sainz. C'est exactement la même voiture du leader du championnat du monde, Charles Leclerc. Vous savez que Ferrari donne exactement le même véhicule pour l'un comme pour l'autre. Et bien pour cette course à Miami, on a apporté des nouveaux ailerons arrière. C'est la première modification, la véritable première modification que fait Ferrari cette année. Franchement, celui qui fait faire un parsing là, c'est un taré. Ce qui devrait apporter un petit peu plus d'appui et ce qui devrait donner un petit peu plus de vitesse. Je suis sûr qu'il y en a plus derrière aussi. Vous allez voir que cette voiture est juste incroyablement belle. Enfin, les goûts des couleurs, c'est toujours un petit peu personnel. Ce U inversé qui donne forcément l'aspiration, c'est grâce à ça qu'on va aspirer la voiture au sol. C'est ce qu'on appelle le diffuseur. Et puis regardez sur le côté, on a encore toutes ces ailettes qui sont très importantes, qui permettent l'écoulement d'air chaud. L'air chaud qui va sortir des freins à cet endroit-là, mais qui va remonter par un système d'aspiration au niveau de l'aileron arrière et de nouveau appuyer la voiture. Bref, si ça marche, la concurrence a vraiment du souci à se faire. Bon, c'était la monoplace de Carlos Sainz. Voilà, exactement. C'était un Carlos Sainz. Franck, je vous laisse aller retrouver Julien en cabine pour commenter cette deuxième séance d'essais libres. Julien, on vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour vivre une séance qui va être importante évidemment dans la construction de ce week-end de Grand Prix. Je vous attends, Franck. La place est au frais et là, prête. Oui, c'est vrai qu'elle est importante, Margot, cette deuxième séance d'essais libres. Les pilotes ont maintenant acquis les points de repère, les points de freinage, les points de braquage sur ce circuit lors de la première séance d'essais libres, de l'acquisition de données pour leurs différentes équipes respectives, une meilleure connaissance et compréhension des pneumatiques mis à leur disposition ce week-end par Pirelli. Et donc maintenant, eh bien, il va falloir accentuer le rythme. C'est notamment le programme habituel du début de deuxième séance d'essais libres. D'abord un run rapide de course et puis ensuite des plus longs relais qui seront à l'étude pour les uns et les autres dans cette deuxième séance d'essais libres attendue par les nombreux spectateurs présents et massés autour du circuit également. Et donc d'ici quelques secondes, l'occasion de voir aussi réapparaître en piste le casque des différents pilotes, comme celui de Mick Schumacher. Il n'y a pas eu de conséquences au moment un petit peu tendu de ce début de première séance tout à l'heure, lorsque Mick Schumacher est revenu sur Daniel Ricciardo dans la ligne droite au bout du circuit. Pas de pénalité pour Daniel Ricciardo. Il a été avéré que les pilotes Daniel Ricciardo et Mick Schumacher étaient tous deux sur un tour lent et s'écartaient pour laisser passer une Red Bull sur un tour rapide. Mésentente à ce moment-là des pilotes, donc Daniel Ricciardo n'a pas été tenu responsable et non pénalisé. Pénalité, en tout cas avertissement, carton jaune on va dire à Esteban Ocon, sortie des stands jugée dangereuse juste devant George Russell. C'était au tout début de la première séance d'essais libres. Vous étiez avec nous pour la vivre, cette toute première séance ici à Miami. Et donc une réprimande pour le pilote français. Ce virage numéro 7 et 8, puisque la fin de cette courbe 7 est jugée comme un autre virage. Ce sont deux virages ici que l'on voit autour de cette marina qui a tant fait parler. Et où est sorti tout à l'heure Valtteri Bottas, provoquant le premier drapeau rouge. Ça se voit qu'il est 23h30 de ce week-end. Le plus grand nombre. Meilleur temps pour Charles Leclerc lors de la première séance d'essais libres, avec des pneus qui se sont pas mal dégradés dans la première partie de la séance, avant de retrouver une constance encore Ocon, ouais, putain, décidément, plus habituelle. C'est aussi une découverte pour Pirelli sur ce tracé. Les pilotes qui, dans les derniers virages du circuit, ici le 17, où on a refait de l'asphalte hier soir, les pilotes préparent leur tour lancé, leur premier tour lancé. Ce sera le cas d'ici quelques instants pour Esteban Ocon.
avec le soleil qui réapparaît en cette fin d'après-midi ici à Miami. 17h32. Heure de la Floride, 23h32, belle fin de soirée avec nous sur les antennes de Canal pour cette deuxième séance d'essais libres. Et voyez Max Verstappen en double fenêtre qui se prête au jeu des autographes avant de rejoindre son garage d'ici quelques instants. Assez frustré, assez énervé, hein, Franck, on l'a senti sur la première séance d'essais libres. On l'a vu ce matin, assez énervé, il n'avait pas de temps de piste, il a dû pousser tout de suite assez fort pour essayer de faire un temps, chose qu'il a réussi, très bien, bravo à lui, mais l'équipe n'était pas là, il avait un petit problème avec la voiture, ils n'ont pas réussi à solutionner les choses, il pensait tout ça tout simplement derrière lui, lorsqu'il s'est retrouvé à Imola avec enfin une voiture fiable, enfin une voiture capable d'aller au bout, il pensait que ça y est, les ennuis étaient fixés, qu'il n'y aurait plus de problème, mais ce sont des voitures capricieuses cette année, on a changé de règlement, elles sont lourdes, elles sont fines, il y a des difficultés pour trouver des bons réglages, pour trouver la fiabilité, ça chauffe aussi énormément et puis il y a toujours ce budget de cap, donc on ne peut pas changer les pièces tout qu'on les veut, on ne peut pas remettre des voitures neuves à chaque Grand Prix, ça coûterait bien sûr trop cher, donc on est obligé de faire attention à tout ça et pour l'instant Red Bull n'est pas encore sorti de l'auberge, il y a toujours des petits problèmes de fiabilité. On l'a pas calé à ce temps-là. Allez, on profite de la fin du tour d'Esteban Ocon, cette ligne droite d'1 km, quasiment 1,3 km. On s'aperçoit que ça bouge pas du tout sur le casque de Ocon, pas de mouvement de caisse. En première séance d'essai libre, Franck, ni la Ferrari ni la Mercedes ne semblaient subir de marsouinage, de rebond. Peut-être un nouveau circuit, un nouveau tracé qui permet aussi ça, qui aide un petit peu à ça, chose que je ne pense pas, mais c'est une possibilité, il ne faut pas l'écarter. Je pense qu'ils ont tout simplement trouvé des solutions à ces problèmes-là. On est à la 5e course, c'est ça? Et la 5e course, il faut commencer à trouver des solutions. Écoutez, on verra en Espagne si vraiment ils ont régler leur problème de marsouinage, ce serait bien. C'est le premier chrono signé par Esteban Ocon au volant de l'Alpine. Le meilleur temps ce matin ou tout à l'heure, en tout cas pour après, les pilotes vont se mettre à la fausse marne. Ah ouais. 0,90. Trop bien. Fait le temps de Fernando Alonso ce matin. Albon impressionnant lors de la première séance d'essai libre. Longtemps à la deuxième position, il a finalement signé le 7e temps à 7 dixièmes de Charles Leclerc. Belle performance. C'est la coupe de cheveux qui change tout. Ah, les cheveux rouges d'Alex Albon. Moi, il m'a dit la première course, c'est quand on était en Australie, pardon. Je lui demande pourquoi il fait ça. Il me dit, je sais pas. Je lui dis, écoute, ça marche, ça fait des points. Il me dit, dis pas ça à mon équipe parce qu'ils vont m'obliger à le faire à toutes les courses. Voilà. Moi, j'ai rien dit, mais en tous les cas, pour l'instant, ça y est, on a fait l'histoire. Donc, on en avait bien ri. Et puis il m'a dit si l'équipe elle commence à penser comme toi, ils vont m'obliger à faire ça tout le temps. Et pour l'instant, c'est bien prononcé en tous les cas. On a l'explication. Vous êtes le responsable, Franck, de la coupe de cheveux et de la couleur de cheveux. Si vous ne l'avez pas encore vu, sachez allez que voir sur les réseaux sociaux. Oui, Alex Albon a les cheveux rouges. Non, qu'une partie, que le parti dessus. Peut-être qu'il est un peu couleur rouille. Oui, peut-être qu'il a fait de la peinture chez lui le week-end dernier, mais qu'il n'avait plus de pinceau. Voilà. C'est nul. Ça va. En tous les cas, il s'en sort bien, Alex, sur cette voiture. Il revient en Formule 1 et ça marche bien pour lui dans cette Williams. Cette Williams qui est très lourde pour l'instant, qui a vraiment un problème de poids. Et pourtant, il est là, il est présent. Dans la première séance, il était plutôt vite. Il a marqué 1 point pendant cette année, ce qui a fait du bien à Williams, bien entendu. Et puis surtout, il montre que Williams n'est plus la dernière écurie du plateau. Il arrive à la mettre régulièrement dans le 12e, 13e place, ce qui est très important pour l'image de Williams. Albon avec ses cheveux rouges, incroyable. La ligne blanche au sol, zone de détection, 3e zone de détection DRS pour une zone d'activation sur la ligne de départ-arrivée. Le temps d'Alex Albon avec un record de dernier secteur à 1 seconde 3 du chrono d'Esteban Ocon. On retrouve ici dans le deuxième secteur, Alex dans le numéro 7 ici sur le freinage. Regardez, il part au large, l'arrière qui monte un petit peu. Il ne peut pas prendre la corde. Très dur ce virage. Parce qu'on en appuie tellement longtemps sur le train avant que lorsqu'on met le pied sur le frein, en fait, il faut vraiment que l'arrière soit ultra calé. Mais il faut quand même que la voiture pivote. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est difficile pour les ingénieurs. Mais bon, il va bien réussir à trouver quelques solutions au niveau des clics d'amortisseur. Un peu long. Oui, au virage numéro 17. Et ça passe. Les mains croisées sur le volant, c'est rare. La chicane à l'entrée des stands. Est-ce que 80 km/h.
Alors il y a une partie... il y a un ponton qui remonte. Qui se détache, ouais. Le capot moteur peut-être. Alors c'est vrai qu'on est assis très bas dans une Formule 1 et qu'on n'a pas trop de visibilité, mais en fait tout ce qui a à portée de notre regard, c'est pas des choses que l'on voit, mais c'est des choses dont on est très familier. Donc dès qu'il y a un petit mouvement de carrosserie, dès qu'il y a un petit changement, en fait on l'aperçoit tout de suite. C'est très difficile de pouvoir le dire ce qui bouge exactement et ce qui est en train de se passer, mais tout de suite dans le champ visuel, eh bien on a un mouvement qui vous fait remarquer qu'il y a un problème et vous rentrez à ce moment-là. Carlos Sainz, meilleur temps qui entame sa session comme la plupart des pilotes, avec de la gomme médium. Lui qui a malheureusement sacrifié un train de pneumatiques rouge tendre sur la première séance d'essai libre en partant dans un grand état-queue très spectaculaire. Sans taper. Petit miracle, il n'a rien touché, mais il a crevé à l'avant-droit. Alors. La Mercedes avec ses petites ailettes là sous l'aileron, sous le rétroviseur, chose qui est fait un petit peu parler parce que normalement c'est une partie qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Il faut rester éveillé pour suivre cette séance. Bon, il est un peu tardif, c'est vrai que l'heure est un peu lâchée. Mais bon, c'est le décalage horaire qui veut ça aussi malheureusement. Les qualifs seront à 22h, c'est un peu mieux déjà. Magnussen, un très bel entame de saison. De 22 à 23h demain. Beaucoup de pièces de la Ferrari, certes c'est vrai, mais quand même ça reste une petite écurie avec pas beaucoup d'ingénieurs. Petit loupé sous d'ailleurs la séance d'essai 3. Kevin Magnussen qui a retrouvé dans le paddock de Miami Romain Grosjean, son ancien équipier chez Haas. Grande discussion entre Romain Grosjean et Kevin Magnussen, dont vous découvrirez évidemment la teneur dimanche dans la grille. Me semble, je vais regarder ça. 3, 19h. Bon, ça va. C'est correct. Trop de vitesse à l'entrée, n'arrive pas à braquer. Là on est vraiment sur un appui long en fait cette montée, vu qu'il y a une belle pente, là on le voit un petit peu à la télévision, imaginez-vous qu'en vrai c'est vraiment décuplé. Et lorsqu'on est sur cette montée on arrive assez vite quand même, on va poser le pied sur le frein, on va braquer la voiture. C'était pas mal, la voiture va être début de complètement course. comprimée sur le train avant. On voit l'effet dont on parlait. C'est chiant quand ils ont pas mis des arrêts, c'est sur la voiture, c'est sur Magnussen. Oui, c'est Magnussen. Ouais, c'est parti vu qu'on a l'avant qui est complètement comprimé. Le moindre petit mouvement au final ça va parce que la séance là commence à 23h30. Accentue énormément le mouvement du train arrière. C'est pour ça qu'on voit souvent à cet endroit-là, lorsqu'on relâche le pied du frein pour aller chercher le virage à droite, et bien l'arrière qui monte un petit peu et qui revient un peu, qui survire un petit peu. Leclerc avec les gommes intermédiaires aussi. Gomme médium également, record de premier secteur, effectivement 30.4 pour Charles Leclerc, record de deuxième secteur en 35.0. Il suit Fernando Alonso sur la fin de son tour, mais il va trouver du trafic devant lui, notamment Lando Norris, mais qui s'est écarté au bon moment. Troisième temps pour l'Espagnol. Il a faim. 9, oui, il a faim. Il a faim. Il a envie vraiment que ça continue. Il a envie de pouvoir gagner des courses. Le casque de Charles Leclerc, qui est décédé là pour le meilleur temps. 31-1, alors qu'on est sur drapeau jaune à la jonction des secteurs 1 et 2. À la sortie du virage 7, il a dû se passer quelque chose dans le virage numéro 7 ou 8. Meilleur temps donc pour le Monégasque, 31-1. Gasly, deuxième temps, c'est bien pour le petit français. Oui. Ocon, quatrième temps, c'est tout bon aussi. Pérez qui entame sa séance à l'instant. Guan Yu Zhou qui prend la 4e place. Il est impressionnant ce Joe là, cette année. J'aurais pas été spécial, j'étais pas spécialement très pro Joe en début d'année, puisqu'il certes il a fait des belles prestations en Formule 2, mais il n'avait pas gagné. C'est ça. Et j'avais vraiment envie de Lewis System c'est Persing. Ah, c'est une Red Bull là. C'est Pérez. Et puis il faut bien dire que Joe fait regardez bien Checo. travaille bien avec la voiture. Nul. Bien ce qu'on lui dit, il apprend bien. Il n'a pas trop cassé quel le tour. spin incroyable. C'est plutôt très positif ce qu'est en train de faire le jeune chinois. Alors, petit état que sans conséquence. Ça descend les temps, hein. 30.9. Alors, bonsoir Gérald. On va voir ce que nous réserve ce tracé. Il faut pas que Bottas pique une tête à la fin comme à Abu Dhabi. Effectivement. Eh ben de rien, si j'essaie de faire le mieux. En faisant pas striker, on va dire. Espagnol. Zou
Zou est pas catastrophique, ça va. Mais bon, il est assez loin de Bottas quand même. Ah, c'est pour vous, Julien. Ils m'ont retrouvé. Petite photo depuis le pont de l'autoroute. Alors, on voit ici Kevin Magnussen. La partie qui a sauté. La partie en carbone, il va falloir l'enlever. On est dans une zone rapide. Un des petits volets en morceaux d'aération au niveau du capot moteur qui s'est arraché. Alors selon la taille des pièces, on peut Franck refaire du carbone sur place, mais il ne faut pas que ce soit des trop grosses pièces. Non, il faut que ce soit des petites pièces, on peut recoller. Sainz depuis le début, et il a un léger avantage en direct sur Leclerc. Ça fonctionne un petit peu de la même manière, on remet des couches. On va voir si ça se confirme encore sur cette séance-là. C'est un four très chaud pour les compresser, pour enlever l'air. Là, ça peut se faire à l'arrière du garage. L'air un peu plus... C'est pas du fine-tuning, c'est vraiment sur des petites pièces. À l'aise, on va dire. D'usure. Qu'on peut faire oui, bah ça c'est sûr. Après, Zou, attendons de voir les qualifs avant de se réjouir pour lui. Attendons de voir. Alors, Lewis Hamilton, 14 secondes de retard au premier secteur. Lewis surcoté ses pilotes. Putain, Russell, comment il te la balance la Mercedes. On a vu sur les premières courses, et regardez derrière une droite, si la caméra regarde cette position-là, regardez le 8e retard on est déjà en 7e vitesse à 300 km/h, on commence à peine à prendre un petit peu de marsouinage, un peu de rebond, et c'est pas énorme, hein, c'est le casque qui bouge un tout petit peu, regardez sur le plan extérieur, on a complètement réduit ce problème-là, ce qui permet tout simplement de poser la voiture au sol, d'essayer de la réduire un maximum au niveau de la hauteur, et donc d'activer l'effet de sol, donc d'activer ce phénomène de fusion par rapport à l'extracteur et par rapport à ce système de canaux d'air qui passe sous la voiture, et forcément ça marche mieux. Alors Russell 9e, Hamilton, c'est vraiment sur la fin, avant le freinage, 28 secondes. C'est moins beaucoup ah oui, moins d'accord, très très lent. Voilà, notamment, où d'ailleurs George Russell a n'avoir jamais autant souffert au niveau du dos et de la poitrine et des poumons parce que ça lui coupait le souffle. Il est encore dans le trafic, Lewis. Et des grosses douleurs dorsales et le souffle totalement coupé, tellement les rebonds étaient violents pour lui. Ah, il faut bien savoir qu'à chaque fois qu'on a le rebond est stoppé parce que la voiture, la caisse tape par terre. Donc c'est on a posé la question tout à l'heure, est-ce que Lewis est fini? Très dur, c'est carbone contre le sol. Et c'est l'eau qui encaisse à chaque fois. Est-ce que Vettel est fini? C'est très désagréable, ça peut vous mettre énormément. Et là, on peut se poser plus la question, je pense. Mais ça peut vous faire aussi très mal au lombaire, comme l'avait dit. Il a fait une prise de sang, c'est ça. Et puis le problème chez Mercedes, au-delà évidemment des conséquences physiques, qu'il ne faut sûrement pas et surtout pas négliger, c'est que cette voiture, eh bien, un peu de déstabilisation pour Hamilton. Oui, là aussi. Il y a un drapeau blanc. Il n'aime pas les vibreurs quand même. C'est une voiture qui continuait de rebondir dans les virages rapides, donnant évidemment un feeling assez terrible. Regardez ces petites cabines. On se croirait au ski. Eh ben, on connaît quelqu'un qui est dans ces cabines. C'est Laurent Dupin en altitude. On vous retrouve, Laurent le montagnard, dans ces cabines. Oh, Simple. Nous y voilà dans ces télécabines. Regardez, on passe au-dessus de la piste. Là, avec ce plancher en verre, on voit vraiment les voitures qui passent toutes en dessous de nous. C'est complètement inédit. Il y en a encore une qui passe là. Et voilà, on n'a jamais vu ça. Il y a eu besoin d'une dérogation de la FIA pour autoriser l'installation de ces télécabines au-dessus d'une piste de Formule 1. Par contre, si la télécabine se casse la gueule sur une voiture, forcément toutes les tribunes. On voit même là aussi la Marina, cette fameuse fosse Marina avec ces bateaux posés sur une estrade avec une toile tirée pour faire croire qu'il y a de l'eau. Et donc le tour ici prend 23 minutes et permet de voir aussi toutes les activités. Regardez là, une exposition par exemple de voitures Ferrari, de GT. Et puis il y a tous les réceptifs, énormément d'invités attendus. Et puis bien sûr le stade Hard Rock Stadium. Vous voyez à quel point il est monumental. On le voit à des dizaines de kilomètres ici. Et ça donne vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et c'est aussi ce qu'on retiendra de ce premier Grand Prix de Miami. Merci Laurent, 23 minutes au tour, vous êtes mauvais. Hein. À ce soir, Laurent. 23 minutes au tour, vous n'êtes pas dans les 107%, non. Laurent, vous ne serez pas qualifié. Sortez, changez de basket. Ouf, Russell. Trop à l'attaque sans doute sur les vibreurs des virages 13, 14, 15. On a encore un peu de rebond, on en a plus que ce matin, j'ai l'impression. Un peu plus, hein. Ils l'ont peut-être baissé. Ils l'ont peut-être baissé. Ils l'ont peut-être tout simplement encore baissé. Bon, là, elle n'accepte plus. Ah ouais, là, ça rebondit carrément.
Ouais, ce matin, on n'avait pas ça. Et puis c'était le rond arrière, une nouvelle fois, on a un nouvel aileron. Hein, mais le temps était quand même là ce matin. Oui, le temps était là. Quand même. Donc il va faire peut-être la remonter un petit peu l'auto. Parce que ce matin, on rappelle que Et c'est terminé pour... Putain, au moment où tu dis ça, Simple. Carlos Sainz qui une nouvelle fois... une erreur. Oh là 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 là. Et au moment où tu dis ça, Simple, il se crache. Jolie coïncidence là, franchement. On va pas tirer des conclusions trop rapides, mais là, oui. Putain, là c'est beau. Première erreur dans la séance numéro 1, deuxième erreur ici. Au même moment, mais vraiment, à la seconde près. Ça fait beaucoup de parce que là, ce matin, s'il veut la pulvériser, c'est pareil. C'est pareil, c'est parce qu'il a de la chance qu'il la met pas. Bon bah Carlos en sang, encore. Je ne sais pas ce qui s'est passé, vient de dire. C'est possible, ce mec, il faut arrêter. Avant cela, il s'est excusé, désolé les gars, mais... C'est pas possible, là, franchement... On a besoin des deux voitures, là ça laisse alors là, la cabine n'est pas tombée dessus, mais là sinon encore là il se met dans vraiment une mauvaise spirale. Quand on est dans ces Binotto moments-là, n'en revient c'est pas. très Pourquoi difficile j'ai re-signé en fait énormément de soi, on attend et on est à la recherche d'un bon résultat. On veut vraiment que ça se passe bien, on sait qu'on en a les capacités. Ce genre d'erreur, ne me prenez pas, ça se fait pas intentionnellement, on sait pas vraiment... C'est très difficile en fait à juger quand on passe la limite et quand on est à l'intérieur de la limite. C'est une toute petite, c'est quelques centimètres de plus à droite, c'est un tout petit peu de frein un tout petit peu plus tard, un peu plus de pression sur la pédale, un braquage un peu plus agressif. C'est pas grand chose en fait, ce qui fait que la voiture part au tas. Mais malheureusement, dans la tête, ça fait des gros dégâts et ça c'est pas bon, pour Carlos. Carlos Sainz sur la bande d'arrêt d'urgence de ce circuit de Miami et il y a urgence à trouver des solutions. Il le dit lui-même, l'Espagnol, je n'arrive pas pour l'instant à déployer mon pilotage. Le circuit sponsorisé par Red Bull, je viens de capter du coup. Il y a marqué Red Bull partout, il y a Sainz là. On short shift, on va un peu... Ah oui, c'est dès qu'il met le pied sur le frein. Regardez, il s'est craché où il y a Red Bull. C'est un signe. Regardez, il va la contraindre un petit peu à l'intérieur sur le droite. Ici, il va y aller tranquillement, il va revenir sur le gauche. Au lieu de laisser la voiture partir sur l'extérieur, il va la contraindre un petit peu. Et hop, tout de suite, il part en... C'est un complot contre Ferrari. Ah, c'est là. Ah, puis il la tient à l'intérieur avec le volant. Il aurait dû laisser un petit peu aller sur l'extérieur, passer un petit peu la ligne. Qu'est-ce qu'il a fait quoi? Quelle erreur de débutant encore. Et un tiré de flag il y avait longtemps. Merci Carlos. Le temps de roulage, la confiance sur le circuit, l'apprentissage des pneumatiques. C'est-à-dire l'usure du pneumatique, il n'y a que maintenant qu'on peut le faire. C'est-à-dire que vous allez faire 10-15 tours avec le pneumatique comme en course et vous allez avoir les mêmes sensations qu'en course. Ça, il n'aura pas Carlos. Et il sera obligé de se plier au réglage de Charles Leclerc. C'est Charles Leclerc qui va décider de l'évolution de la voiture. Et puis samedi matin, il aura peut-être la séance qui nous envoie. Séance d'une heure, mais on va travailler déjà pour la qualif et à ce moment-là, il faudra bien entériner un réglage. Le seul réglage qui peut être fait, ça sera par rapport au retour de Charles Leclerc. C'est vraiment, là, c'est pas le bon moment pour toi. Eh ben non, c'est pas ça. Non, c'est clair. C'est certain, mais après le double abandon des deux précédents Grands Prix sous les yeux de Laurent Mekies, Spammer de merde. Sportif de la Scuderia Ferrari. Il le disait, Carlos Sainz, je n'ai pas pour l'instant confiance dans ces monoplaces 2022, dans cette nouvelle façon de fonctionner de ces monoplaces. Je n'arrive pas à aller à 100% et je pense que lorsqu'il essaye, on voit malheureusement le résultat. Charles Leclerc va donc être le seul pilote de la Scuderia à accomplir le programme aujourd'hui. On va peut-être le réajuster pour faire rentrer dans les cases et cocher les cases que les ingénieurs ont besoin de cocher. Et Bottas n'est pas sorti, il y a encore un problème sur la voiture, ils n'ont pas fini de la réparer. Non, même pas, c'est le tweet d'un mec random qui a 50 000 viewers. Verstappen ok, il faut à un moment donné des viewers. Schumacher, lui, a fait 4 tours d'installation. Je pense qu'on va envoyer notre Laurent Dupin dans la pit lane. Ben voilà, il est là, Verstappen. Dans 23 minutes. Tu as signé qui risque de se cracher avec une Mais il était peut-être à la fin du tour. C'est peut-être à la fin du tour. Voilà. C'est peut-être pas loin. C'est peut-être pas loin. C'est peut-être pas loin. Il va revenir vite. assez loin en plus. Ce serait assez dingue. L'ingénieur dans la voiture de Verstappen. Donc c'est qu'il y a à nouveau un souci de fiabilité. On va remonter les pontons, tout ça, mais quand même, c'est loin. On n'est pas dans le timing. Il reste que 30 minutes d'essai. Mais sérieux, on peut même pas supprimer des messages sur le chat Twitch en fait. Il vaut mieux essayer de fiabiliser la voiture avant de rouler. Ça sert à rien d'emmagasiner des tours si on a des problèmes sur l'auto. C'est de la merde ce site. Chez Red Bull, comme on dit chez moi, je sais pas si vous connaissez cette expression, c'est œuf dur ou caviar. C'est-à-dire soit ils gagnent, soit ils sont pas fiers. Je suis à peu près d'accord. Voilà. Et du coup, vous choisissez quoi? Là en ce moment, c'est plutôt œuf dur, même si j'adore les œufs durs. Moi aussi. Mais voilà. Comme ça, sur le papier, je préfère l'autre du coup. C'était caviar à Imola, et là en ce moment, pour l'instant, c'est les œufs durs. Pierre Gasly. Dans ce virage 12. Sur le même virage avec le train arrière qui vient encore une fois sur l'accès. Ah c'est bon. Ok d'accord, j'ai trouvé. C'est pas aussi intuitif que YouTube pour le coup. Freiner les roues braquées, l'arrière viendra automatiquement. On freine d'abord les roues droites. Alors les Mercedes s'en sortent mieux, oui et non. Quand on commence à relâcher le pied du frein, j'attends de voir quand même la fin des essais de.
Ah bah Nat qui me dit la même chose. C'est moins drôle maintenant, un petit coup de mouche chez Ferrari. C'est maintenant que les supporters de la Scuderia doivent donner de la voix et de l'énergie à leur équipe. Sébastien Vettel a-t-il encore son caleçon au-dessus de la combinaison? C'était génial. On pourrait presque l'appeler Superman. Il a voulu à sa façon. Il y a eu Lewis Hamilton qui est rentré dans le paddock tout à l'heure, bardé de bijoux pour montrer son mécontentement. Et bien, Sébastien Vettel lui portait son caleçon non inifugé par-dessus sa combinaison à la façon de Superman. Ouais, donc Bottas ne roulera pas. Ah oui, là non, elle n'est pas prête à rouler. Ou alors il manquera des roues. Peut-être des mécaniciens qui vont pousser. Ah, peut-être un remake du Cornio avec une demi-voiture qui circule. Mais là j'ai l'impression qu'elle va rouler beaucoup moins bien, forcément. Ouais, tout est enlevé, dommage. Dommage, Bottas qui fait un bon début de saison, ça se passait bien. Peut-être revoir l'image de ce matin. Allez, regarde. On voit ça sortir sur le FP1 dans l'appui, on pose le pied sur le frein, les roues braquées, et ça part. Pourtant, c'était pas un gros crash, hein. Fond plat, aileron arrière, c'est sûr, extracteur, c'est sûr. Je pense pas que la boîte avait tapé. Il y avait peut-être un demi-train, mais il y avait 2 heures de temps. On aurait dû avoir le temps de réparer. J'espère qu'ils ont les pièces. Ouais, on sait qu'ils sont un petit peu limite sur les pièces. C'est le cas de beaucoup d'équipes. Hein. Surtout sur les longs travaux magnifiques. Oh, des sirènes, putain. Eh ben dis donc, s'il en est pas aux USA. C'est incroyable. Moi, j'ai dit que cette FP2, on a la queue qui frétille sur cette FP2 tout simplement. C'est pas la fausse Marina. Ça aussi, hein, c'est naturel. Hein. C'est comme la Marina. Ça aussi, il faut qu'on envoie Laurent là-bas. Moi, je veux voir Laurent avec la queue des sirènes. Ouais. C'est très américain. C'est très on y est bien. Mais c'est génial, c'est super. Quand vous traversez Miami Beach, c'est un petit peu la couleur locale. Hein. On y est, je suis bien d'accord. On y est. Drapeau rose, on pourrait presque dire là, à cet instant de la séance, toujours interrompu. C'est absolument génial quand même ce Grand Prix. Quand je vois toujours moyens qui ont été déployés pour c'est l'histoire de sa vie. Et organiser autant de choses sur le côté. Ça a été beaucoup décrié, beaucoup critiqué même cet événement. Et Max Verstappen, 19ème. Il n'a pas roulé Max. Vraiment à l'américaine, bien entendu. C'est un vrai show, c'est un respect. Mais tout a été fait pour ça. Et tout le monde a joué le jeu, les pilotes, les teams, que ce soit les décorations de casques. Oui, du coup, ces gros gens qui tels qu'on peut les appeler, ils ont tous contribué à ce que l'événement soit historiquement marquant dans l'histoire Red flag toujours dans cette séance. Ça fait du bien. Si vous venez de nous rejoindre, Carlos Sainz s'est craché mais personne n'en profite. Telle une daube ambulante. Ça fait un bon moment. Il était descendu de voiture à peu près 4 minutes de la fin de la séance tout à l'heure. Alors que lorsqu'il rentre là, il y a un petit problème de température. On n'en sait pas beaucoup plus, non? Non, pour l'instant. Voilà, ça c'était dans la séance numéro 1 où tout le monde s'excitait autour de la voiture. On essayait de souffler, de nettoyer, de trouver la solution. Ça c'est le chef mécanicien des équipes. Comme il dit Ferry, comme il dit descendre. Les grands ponts sont arrivés autour de la voiture. D'accord. C'est pas le mode de Gann. Non, on se couche à minuit 30 à peu près. Il y avait un vrai souci en fait. Heureusement que le décompte là, il faut trouver Laurent continue sous le rouge. Il est là. Cherchez. Si vous le premier qui trouve gagne. Cette fausse Marina, c'est pas possible quoi. Il gagne votre passe. Oui, c'est dégueulasse. Je sais plus. Vous êtes assez fan de les garder. Oui. Arrêtez de faire des plans là-dessus. En exposition dans la Marina artificielle. Je crois qu'il y en a un, c'est le plus large bateau au monde. Hein? Ouais. Comment est-ce possible? Vous êtes sûr de ça? C'est ce que j'ai lu ce matin, mais après vous savez bien que je dis un peu en travers. Vous n'allez pas tarder à dire donc je peux faire tir avant. J'ai rien dit du tout. Large au monde. Ça c'est le virage numéro 7 de Gaulle. N'est-ce pas? Voilà, tout de suite. Si, c'est nous, c'est le français. Voilà. Alors, tiens, petite analyse entre Gasly et ça ferait tard, mais ça emmène de la vitesse. On arrive à accélérer. Tsunoda qui accélère un peu mieux quand même. Vous voyez à la sortie du virage. C'est YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne aussi. Je fais des lives tout le temps sur cette chaîne. Ça veut dire tout simplement la ligne droite qui suit. Ça va pour les séances d'essai, de qualif et de course. Tsunoda, il va avoir une meilleure vitesse en ligne droite. En tout cas, toute l'accélération. Mais le freinage ici est assez important. Il y a une grosse décélération, une grosse différence sur le freinage. Gasly fait la différence. Il gagnerait un petit peu Pierre Gasly.
là j'inventerai, c'est juste les courbes qui me disent ça, de freiner un tout petit peu plus tôt, de ne pas gagner autant sur le freinage et de laisser rouler un petit peu plus la voiture pour pouvoir remettre le pied sur l'accélérateur en même temps que le fait de Tsunoda. Il gagnerait toujours plus de temps sur l'entrée, mais surtout il aurait toute l'accélération en Ah là là, Carlos fait chier, putain, cette tranchée là, ça bloque toute la séance. Alors que Tsunoda, les ingénieurs ne Ça sont plus empêche rien tout à dire, roulage. ils les envoient balader. Laissez-moi. Regardez ce Alors, noob. est-ce que Ce gros noob. Ferrari rebondissait avant de taper le mur? Dans le mur, oui, elle a rebondi, mais sur la piste, non, pas trop. Hein. Parce que Ferrari, même s'il y a une domination en performance pure avec Red Bull, elle a quand même toujours des soucis de rebond et Ferrari tente de régler ses soucis. On attend du côté de la Scuderia une évolution majeure prévue à Barcelone. On a l'impression quand même, parce que Ferrari comme Mercedes sont venus avec un nouvel aileron arrière. Sinon, il prend son crash en fait. Oui, oui, absolument. C'est possible qu'il y ait quand même une cause à effet, même si on n'en sait rien, on n'est pas à l'intérieur de l'écurie. Et boum. Ça fait pas un joli bruit. Puis là, potentiellement, il y a la boîte. On est dans le mur. C'est pas du tech. C'est directement le mur. Donc potentiellement, on a fait une boîte là sur la voiture, ce qui est encore dédommageable. 2 demi-train, tu vas utiliser 100 bits. Ça fait de l'argent qu'on met pas dans le développement. Mattia Binotto, pas très content. Les bits, c'est ça. Il le disait, Mattia Binotto à la sortie du dernier Grand Prix, il faut que Carlos Sainz apprenne à gérer cette situation, d'avoir entre les mains une voiture capable de remporter les Grands Prix, donc potentiellement un championnat. Antonio Giovinazzi sur la passerelle de commandement Ferrari, retour des monoplaces en piste d'ici 30 secondes, ça nous laisse le temps d'écouter Fernando Alonso, le pilote Alpine qui revient avec Laurent Dupin sur sa malchance et la manière de gérer cette malchance en ce moment. Oui, c'est frustrant bien sûr, parce qu'il y a eu des dimanches très tristes quand vous rentrez à la maison et que vous réalisez que vous avez seulement 2 points au championnat pilote. C'est après 2012, où j'étais plus ou moins compétitif. Après, j'étais dans un environnement non compétitif. Et cette année, on est dans le top 5 ou top 6. Et c'est une question de temps. Je pense qu'on va réussir à compenser ce manque de chance et inscrire de gros points. C'est vrai qu'il n'a pas été en réussite. Alpine qui doit réussir à conserver le rythme des qualifications en course, transformer les généralement beaux résultats de qualification sur un bon rythme de course et maintenir ce niveau sur les longs relais. Et puis il faut retrouver des solutions, mais ils sont venus avec des modifications. Sur Imola, on n'a pas pu voir vraiment l'évolution. Sacré Fernando avec ses déclarations assassines. En espérant qu'ici ça fonctionne. Parce que dans un environnement non compétitif. On a les alphas qui sont présentes. Les équipes il faut impérativement pas pour cette 4e place du championnat du monde, c'est leur objectif. En début de saison, ça le faisait. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. On attend beaucoup de cette écurie française. Les 2 Alpines dotées du nouveau fond plat que seul Fernando Alonso utilisait au dernier Grand Prix, et dans sa malchance, quand Mick Schumacher est parti en tête à queue au départ, il est venu s'appuyer sur le flanc de l'Alpine de l'Espagnol et a ruiné sa course. Trop de dégâts, abandon de Fernando Alonso lors du dernier Grand Prix. Alonso qui fait partie des 3 pilotes a déjà compté 2 abandons cette saison. On l'a dit, Verstappen, 2 abandons lourds lors du Grand Prix d'ouverture et en Australie, 2 abandons pour Carlos Sainz et donc 2 pour Fernando Alonso également. Allez, on est parti sur des gommes rouges, on va faire un temps, ça va aller un peu plus vite maintenant sur cette séance. Tous les pilotes quasiment vont évoluer la gomme rouge, c'est important, c'est la gomme la plus tendre, donc celle qui a forcément le plus de dégradation. Il va falloir l'emmener. On a mis plus d'essence dans les monoplaces, enfin plus d'essence, on a mis le même nombre, le même kilo, le même poids pardon, en essence qu'en début de séance pour faire une vraie comparaison par rapport à la gomme rouge. Quelque chose ne va pas, le volant est lourd entre les mains de Max Verstappen. Toujours des problèmes pour Max. Hydraulique, oui. Là, s'il perd la DA, la direction assistée. Je pense que sa saison, lui, ça va être victoire, abandon. Victoire, abandon. Il peut y aller, il a fait 3 tailles d'épaule, 3 tailles de bras. Vous avez vu, il est costaud, il est américain là. Vous verrez notamment Romain Grosjean demain en qualification et dimanche commenter ce Grand Prix. Quand il vous serre la main, vous le sentez bien, parce qu'effectivement les monoplaces IndyCar sont des voitures assez lourdes. Et surtout pas assistées. Et sans direction assistée, exactement. Ni des freins, ni rien.
Alors Verstappen à qui il est demandé si ça va mieux. Non, clairement ça ne va pas mieux et il va rentrer au stand, non sans avoir rentré un petit code sur le volant. Drapeau jaune dans le deuxième secteur. C'était pas grand chose. C'est une tête. Je vois le drapeau vert, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça ne nécessitait pas une longue intervention. Ralenti ici, attention, Verstappen qui est en plein milieu, qui va casser le tour d'Alonso. Oh putain, Verstappen qui a gêné Alonso quoi. Qui va vraiment ah oui, c'est pas bien, ça. Oh la pénasse, ça mérite une pénasse sérieux. Sur la voiture de Max Verstappen, il s'excuse, il a levé la main, Max Verstappen, mais il est au ralenti, il y a un problème. Ah oui, wow, il est en train de ça frotte à l'arrière droit et il est en train peut-être à la façon d'Albon dont on avait vu exploser à Imola. Je demande pénalité pour Jenny Fernando Alonso dans ce tour de l'essieu arrière droit, mais il y a quelque chose qui frotte sur la monoplace entre la roue et les copes de frein peut-être. Bon, il a cassé le tour d'Alonso qui était pas mal, qui était parti pour faire un très bon tour. Il a toujours le meilleur temps dans le premier secteur. Non, et pas mal, c'est avec plus mais il gêne tout le monde. Regardez les flammes. Oh là là. Oh, il va provoquer un drop rouge aussi. S'il s'arrête, ça va être oh là là, il est en train de tout brûler. Il va brûler les ailerons, il va brûler les pièces en carbone. S'il roule un peu comme ça, il est proche du stand. On va pouvoir tout de suite l'accueillir avec ça y est, il est dans la voie des stands. Avec les extincteurs. Il coupe les stands, regardez, pénalité pour Max. Il peut pas braquer, il n'y a pas du tout d'assistance. Il y a plusieurs problèmes là. Et ça brûle et il n'y a pas d'assistance. Ça brûle pour Max. Simplement sur l'hydraulique. Oh, la séance noire pour lui. Si, ça y est. Ouais, coup d'extincteur dans les deux écopes de frein arrière. Parfait. C'est première journée très compliquée là. C'est Ferrari du coup qui s'en sort bien. Parce que si les deux Red Bull avaient la possibilité de rouler complètement, ça aurait été très difficile derrière pour Ferrari pour revenir sur le game. Là on n'a qu'une Ferrari, on n'a qu'une Red Bull et c'est pas la meilleure en plus. Donc c'est pas la meilleure, c'est pas péjoratif, mais c'est pardon. Et regardez qui est deuxième. C'est Lewis Hamilton. Mais c'est quand même que Perez dans la voiture. On attend Leclerc qui a pris le meilleur temps à Lewis Hamilton. Une meilleure forme quand même. Leclerc vient de signer le meilleur temps 29 en fait, 0,44. Pas d'investigation dans l'incident entre Stroll et Verstappen. Hamilton, deuxième temps sur cette gomme rouge. Perez, troisième temps. Mais tout s'emballe un petit peu là sur cet après-midi. On va en profiter pendant qu'on refroidit et la voiture et les esprits de chacun pour vous retrouver Laurent Dupin dans le paddock de Miami en compagnie de Jean Alesi. Dites-lui la bonne nouvelle, pour l'instant c'est une Ferrari qui est la plus rapide en piste. Il est au courant. Jean suit tout avec attention, le meilleur temps de Leclerc, les problèmes de Verstappen, le crash de Carlos Sainz. Quelle est votre première analyse, Jean, sur ce circuit qu'on découvre aujourd'hui? Alors, en tant que téléspectateur, moi je trouve ça fantastique. Ça rend bien, les voitures elles sont très rapides. Et même si c'est un circuit en ville, si on peut dire en ville, ça va. Il y a de la perfo. Donc moi je me régale. On voit qu'il y a des endroits qui sont limites. Il a créé des crashs de partout en fait. Partis à la faute, mais c'est que des petits dégâts, donc c'est pas dangereux comme ça pourrait l'être dans d'autres endroits. Alors vous êtes là pour nous, pour Canal, mais aussi pour les organisateurs, le promoteur de la Formule 1. Vous sentez que c'est vraiment un événement particulier, complètement fou, avec une grosse attente et beaucoup de célébrités attendues? Alors c'est, disons, un vrai départ de la F1 pour les États-Unis. Moi je me souviens... quand je courais en 90 à Phoenix, j'avais pris un taxi et j'avais demandé de m'emmener au circuit, au circuit de course en fait. Et il m'avait porté sur l'anneau des chevaux. Donc il n'y avait aucune culture de la course automobile. Et là on se rend compte que, alors Netflix, pas Netflix, mais il y a un vrai enthousiasme autour de la Formule 1. Et on voit qu'ici au... Hard Rock Café Stadium, il y a un problème au niveau des écopes au milieu et tout autour le circuit, c'est vraiment beau. Voilà. Et il faudra miser sur le bon cheval du coup ce week-end. Absolument. Merci à Jean Alesi, merci Laurent, toujours un régal d'avoir parmi les consultants Canal Plus la présence de Jean Alesi et Russell qui a pris le meilleur temps pendant ce temps-là, une 29,9. Ça y est, on est sous la minute 30 grâce à George Russell.
Magnussen, 6e temps, c'est pas mal. Regardez pour les As, Russell on est à qui domicile, c'est important. démonte la gueule d'Hamilton. Gene Haas, le propriétaire qui était sur le paddock ce matin. Pour Lewis Hamilton. Ah oui, là, il joue à domicile. La Red Bull de Max, c'est une option barbecue. Alonso, enfin 5e, qui arrive à faire son temps. Ocon 9e, c'est moins vite. Ah oui, putain, ce nombre de sponsors Red Bull qu'il y a sur ce circuit, c'est infect. Qu'est-ce qu'a fait, Alonso? Ça, c'est pas bon. Il faut impérativement rattraper ce retard, jouer sur le même tempo. Joe qui prépare son tour, Russell qui arrive. Et on est avec Leclerc sur les vibreurs. On a beaucoup plus de grip que ce matin. On voit que sur les axles, franchement, les voitures commencent à être posées. On a moins de contrôle et moins de correction au niveau du volant. Simulateur. Moins de piercing, moins de bijoux. Plus de simulateurs. Il attire longtemps là. Bah écoute Abdel, pour l'instant c'est pas trop mal. Merco, comme tu peux le voir. Vous êtes souvent l'oreille plutôt, fine, les abonnés mieux de que Canal+, nombreux à avoir remarqué que sur certains tours, particulièrement Charles Leclerc, mais d'autres pilotes le font aussi, ils ne passaient pas le 8e rapport. C'était vraiment en vue de récupérer de l'énergie en ayant un régime moteur élevé pour le MJUH. C'est grâce au Golf, la récupération turbo. Très vite le passage là. On a vu que la voiture, comparée à la Ferrari, il touche ou il touche pas? Il touche. Ouf, un bisou, c'est limite. Petit bisou. Et il est à côté de la maison, il est content. Mais on voit que les Red Bull sont bien plus à l'aise sur les vibreurs que ce que sont les Ferrari. Là, sur l'entrée du 12, quand il va vraiment sur l'extérieur, au niveau du crash de Sainz, la voiture est beaucoup plus stable, beaucoup plus facile à conduire que ce qu'est la Ferrari. À l'entame d'un nouveau tour rapide. Si on voyait une victoire de Mercedes ce week-end, ça serait pas dingue? Ce serait assez incroyable parce qu'on sort ouais, d'un non, Grand Prix calmez-vous quand même, c'est que compliqué, le du vendredi les gars. Notamment pour Lewis Hamilton, mais un week-end globalement compliqué pour Mercedes. 11e et 13e, que dis-je, ça c'était en qualification. Elle est vive, la voiture elle est vive. Ouais, 4e et 13e en course. Vrai que putain, la Ferrari qui a fait les génies. Ça c'est clair, le train arrière suit, mais il faut avoir confiance. Parce que quand il y a le train avant comme ça qui engage... 4 dixièmes et demi de perdu au premier secteur. C'est lent. Il est en retard là sur le temps référence de son coéquipier. Il prend une pilule quand même par rapport à Russell depuis le début de la saison. Ça fait 3 week-ends consécutivement que George Russell devance Lewis Hamilton. En course, on est à 3-1 pour Russell et à 21 points d'écart. Il a relâché son effort. Ouais, il va reprendre un peu d'énergie. Essayer de consolider un peu un tour. Il a eu beaucoup de drapeaux blancs pendant ce tour-là. Beaucoup de gêne, même si les pilotes ne sont pas au milieu. Et Pérez qui rentre dans la voie des stands, Laurent, avec vous. Ouais, et Pérez dans la voie des stands, et personne ne s'intéresse à lui parce que toutes les télés, elles sont là-bas devant le garage de Max Verstappen. Alors on va quand même laisser les mécaniciens du Mexicain petit à petit faire piloter la voiture. Vous pouvez observer du coup le casque de Sergio Pérez, vous en avez parlé déjà tout à l'heure. Le nombre de pilotes avec un casque spécial, ça rend un peu compliqué votre travail, messieurs, pour si je devais mettre les reconnaître. Vainqueur, je mettrais malheureusement Russell. De Pérez qui a roulé avec ses pneus tendres. Franck, vous pourrez peut-être les décrire d'ici quelques instants. Et donc quand on bascule de l'autre côté, du côté donc, de Max Verstappen, on constate que le champion du monde est toujours à encore une fois, de sa attendez voiture. demain quand même. Qu'à l'avant, parce que là... on travaille, qu'à l'arrière, on travaille. Et donc il y a une vraie volonté, messieurs, de renvoyer le pilote en piste avant la fin de la séance. Et important d'essayer de valider des Attendez, réparations. demain, on pronostiquer. Donc on a bien qu'on ait remis d'autres infos les et tout. pièces comme il faut, rempli le pulse comme il le fallait. S'assurer qu'il y a alors, tour de Hamilton, du vérification coup, c'est reparti pour un tour. Il y a du train avant. Ah, c'est mieux déjà pour le secteur, un dixième seulement. Je suis d'accord. Tu mets Latifi, c'est un bon choix ça. Ouais, ça bouge encore à haute vitesse. Ah, il y a encore une voiture devant. Plus de 330. Essayer Ça a l'air plus acceptable. La voiture par contre est difficile sur les vibreurs. Le train arrière qui pivote encore un petit peu, qui commence à le être train arrière qui pivote, limite. ouais. On l'a vu là. C'est vraiment important, pas louper son point de corde sans trop toucher les vibreurs, accélération longitudinale, et c'est bien accélérer, short-shifter assez rapidement pour passer la puissance. Oh, 1 seconde 6 de retard. On va voir si au bout de la longue ligne droite de fin de circuit, Hamilton subit à nouveau du rebond.
Un peu, mais pas trop. Alors il a relâché tout. Après, alors sans tirer de conclusion hâtive, mais il y a 2 dixièmes et demi quasiment entre Russell et Hamilton. Est-ce qu'on a réussi à redescendre la monoplace de George Russell et qu'il arrive à vivre et à survivre avec du rebond, et que pour l'instant on a laissé celle d'Hamilton un petit peu plus haut? C'est possible, de toutes les manières ça serait très étonnant que les 2 voitures roulent dans la même configuration quand on est un peu perdu. Si aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais il faut trouver des solutions, il faut comprendre, c'est le plus important. Max il a des problèmes sur sa voiture depuis le début de la séance, donc problème de surchauffe des copes de frein je pense. Regardez ici la à comparaison. l'arrière il a fait un tour, il a gêné tout le monde et puis il est rentré au stand. Un virage assez lent à droite. C'est assez étonnant parce que donc j'en ai une merde pour Max Verstappen, même si tout à l'heure bon, ça a été encore à peu près, mais là, il est derrière. La deuxième séance c'est catastrophique pour Red Bull, et surtout Max, parce que Perez va se savoir au final. Plus vite à l'entrée aussi, mais c'est surtout la sortie qui m'a... Ils se rattraperont demain, j'imagine. Je ne sais pas si on a comparé leurs 2 meilleurs tours, mais les 2 dixièmes et demi, ils sont quasiment là. Ils sont sur le premier virage. Après, il doit se repasser des choses, évidemment, sur les autres virages, mais ce seul premier virage crée déjà l'écart que l'on voit à l'arrivée sur leur meilleur tour. Je ne sais pas si ces 2 courbes montrent le meilleur tour. Alors, Lando Norris, le basketteur du plateau ce week-end. On va y en avoir un au milieu. Alors ouais, le casque ballon de basket de Norris, j'avoue que je suis pas trop fan. Il a raison, Lando Norris, il n'y a pas de vibreur dans le virage 3. Et de toute façon, il ne va même pas au point de corde dans le virage 3. On lui demandait d'éviter les vibreurs au virage 3. Et il a dit quel virage? Au 3, je n'y vais pas sur le vibreur. Et de toute façon, même s'il a le long du mur, il n'y a pas de vibreur. Donc c'est plat. C'est complètement plat, absolument. Et il fait chaud. Je l'avais dit que Stroll n'avait pas changé de casque. Allez, un petit tour en audio up pour vous les abonnés de Canal+, qui veillez ce soir à minuit 13 heure française. Bon bah l'audio up, on va attendre un peu parce que Laurent Dupin nous attend dans la voie des stands avec Charles Leclerc qui arrive. Et le pilote monégasque qui fait un arrêt de changement de pneus, mais les pneus qui servent justement à juste pousser la voiture dans les garages. L'écurie Ferrari qu'on a longtemps critiqué les années passées sur les pit stops et qui est cette année l'une des plus performantes, l'une des plus rapides, l'une des plus régulières, ce qui est vraiment un élément du succès aussi et du renouveau de la Scuderia. Charles Leclerc qui retire immédiatement ses gants et qui tente de s'aérer. Voilà, regardez avec le ventilateur, il se fait bien directement le ventilateur dans le visage. Il fait vraiment très chaud pour les pilotes, c'est des conditions vraiment compliquées ici à Miami. Alors qu'on pousse le monégasque dans son garage, je voulais vous montrer là-bas sur le muret des stands. Tout à gauche, c'est Antonio Giovinazzi, le 3e pilote qui était avant chez Alfa Romeo. À sa droite, Laurent Mekies, puis Mattia Binotto qui s'est retourné pour voir son poulain dans les stands, de leader du championnat du monde. Merci Laurent, depuis la pit lane de ce circuit de Miami. Ça fait déjà plusieurs fois que les Mercedes sont un petit peu au centre des gênes en piste. Ils n'ont plus l'habitude. Alors il faut aussi travailler cette entrée des stands. On n'est pas loin qu'il y en ait un qui prenne ça va y aller. Les Tech Pro. Magnussen à moins d'une seconde du leader. C'est pas mal hein. Ben oui, les 10 premières monoplaces. Pas mal du tout. Dans la même seconde. On rappelle, si vous nous rejoignez en cours de soirée, que Carlos Sainz est sorti de la piste au virage numéro 14 tout à l'heure, provoquant un drapeau rouge et endommageant assez fortement sa monoplace et sa confiance par la même occasion. Et on travaille toujours sur la voiture de Max Verstappen, dont la roue arrière droite s'est enflammée, l'intérieur de la jante. Sans doute des frottements ou un blocage des étriers. On sait que c'est électrique, c'est commandé électriquement puis hydrauliquement à cet endroit. Et on retrouve Paul Monaghan et Adrian Newey auprès des mécaniciens. Et quand il y a ces deux-là quand même qui sont collés à la voiture, c'est qu'il y a un vrai problème. Mais bon, ils hochaient de la tête. On avait l'impression quand même qu'ils étaient d'accord sur la problématique. Par contre, le papier de verre sur les trucs qui entourent les freins, c'est jamais un bon remède. Hein. C'est souvent un petit problème qu'on essaie de réparer à la va-vite pour sortir. Mais c'est pas fixé. Paul Monaghan, l'ingénieur en chef de l'écurie Red Bull Racing. C'est plus simple. Qui était l'ingé de plus de rebonds bien plus de rebonds chez George beaucoup plus chez George, que vous aviez raison tout à l'heure. Vous avez l'œil, monsieur Julien.
Et Russell s'accommode mieux du rebond, visiblement, que de Lewis Hamilton. Ça veut dire que cette Mercedes frétille. Oui, voilà. Frétille. Mais oui, non, mais juste, c'est peut-être le verbe de cette Père de deuxième Max doit séance être heureux d'essai ce libre à soir. 13 Oula, minutes non, de la fin il va de la taper sur les FP2. gens, Les d'orage. températures sont un petit peu plus fraîches que lors de la première séance d'essai libre tout à l'heure, puisqu'il fait 40 degrés au sol. On a atteint les 54 degrés lors de la première séance d'essai libre. Et effectivement, ça corroborait aussi les propos. Alors écoutez Latifi. Oh, il a tapé. Non, il est garé. Oula. Latifraude. Latifraude a encore abandonné. Il a pas tapé. Enfin, je crois pas. C'est un problème technique. Il n'a pas tapé, mais ça a coupé. Il n'y a plus de puissance, plus rien. Quelque chose de très étrange rapporté à l'instant Nicolas Latifi à son ingénieur que vous voyez ici, Gaëtan Gégaud, un Français, oui, qui provoque un deuxième drapeau rouge. Vous apercevez un autre Français dans l'équipe, c'est François-Xavier Demaison, le directeur technique. Gios Capito sur la passerelle de commandement, c'est le big boss. Il y a du monde, du beau monde quand même maintenant chez Williams. Oui, bien sûr. Et deuxième drapeau rouge. On en profite pour vous retrouver Laurent Dupin chez Mercedes. Il n'y a pas de risque de pluie. Oui, Mercedes qui a été coupé dans son élan. Regardez, on doit faire du nettoyage. En fait, on allait s'apprêter à lancer Lewis Hamilton en piste. Et on avait pulvérisé la peinture. Franck en parle souvent de cette peinture qui permet de voir l'aérodynamique et les flux. Vous la voyez encore, cette couleur bleutée sur l'aileron avant. Et ben, on avait repeint l'aileron. Le moteur était lancé. Hamilton allait sortir. Et puis là, drapeau rouge. On a tout coupé. Et maintenant, ben voilà, le boulot de mécanicien, c'est de réparer les plus belles voitures du monde, mais c'est aussi parfois de faire du ménage. Ça fait partie du job. Sans doute, et peut-être un problème de transmission pour Nicolas Latifi qui rapportait une sensation bizarre à l'arrière gauche, comme si la roue était détachée avant de perdre toute puissance et transmission, en tout cas de la puissance aux roues. Donc peut-être un arbre de transmission endommagé, voire cassé. En tout cas, immobilisation et deuxième drapeau rouge de la séance après celui provoqué par Sainz. Ça devrait être assez rapide. On en remet à l'intérieur de la ligne de sortie et puis ça devrait repartir assez rapidement. En espérant juste que les mécaniciens, enfin que les marshals puissent toucher la voiture. On parle d'ailleurs, puisqu'il y a drapeau rouge et qu'on est aux États-Unis, d'un éventuel changement ou d'une éventuelle révision de la règle du drapeau rouge. Qui voudrait, comme aux États-Unis, que celui qui provoque un drapeau rouge, je parle là notamment des qualifications, ne puisse pas garder son temps, ne puisse pas garder son avantage. On sait que des pilotes ont été pénalisés par des drapeaux rouges provoqués par d'autres pilotes qui ont gardé leur avantage. Aux États-Unis, un pilote qui provoque un drapeau rouge ne garde pas l'avantage en qualification. Bonne idée, Franck. Ouais, je trouve que c'est une bonne idée, c'est plutôt logique. Ça veut dire qu'on a une pression supplémentaire, on est en qualif. Et puis surtout, ça empêche la possibilité, comme à Monaco, de faire une pole, mettre la voiture dans le mur, de toucher un petit peu l'aileron avant et de bloquer tout le monde. Ça serait peut-être plus fair, tout simplement. Pourquoi pas. Ah, mais il y a du monde sur les bateaux, ça c'est génial. Ah ben oui. Ah oui, bah bien sûr. Bah attendez. Parce qu'il y a de l'eau. S'il y en a un qui plonge, qui veut piquer une tête, ça va lui faire tout drôle. Carlos Sainz qui revient au garage, visage très fermé et dans l'hospitalité Ferrari, où l'attend d'ailleurs son manager, qui est également son cousin, et qui discutait il y a quelques instants avec Binotto. Binotto qui était là, Mattia Binotto, qui est venu l'accueillir, façon de lui dire allez, te mets pas plus de pression, je t'en veux pas, je vais pas t'en rajouter. Ou d'autres options. Wow. Quel serait l'intérêt de Binotto? Aucun. Bon, on voit George Russell qui a pour l'instant le meilleur temps, va sans doute le garder jusqu'à l'issue de cette séance où il reste une grosse dizaine de minutes. Et la voiture a l'air bien plus stable que celle de Hamilton. Hamilton, il ne peut pas toucher les vibreurs, hein. C'est pas compliqué, on l'a vu depuis tout à l'heure. Dès qu'il touche un vibreur, la voiture vraiment se met à l'équerre. Russell réussit à vivre avec ce rebond. Il y a du monde, hein? Ah oui, bien sûr. Un nombre d'invités, mais alors incroyable. On reçoit, on donne
secret. On reçoit la liste des invités en vue de samedi et dimanche. On n'a jamais vu ça, vous l'avez dit, c'est le Festival de Cannes, version américaine. Moi je suis pas sûr qu'on fasse les pilotes sur la grille dimanche. Les Sir Williams seront là, des grands DJ que moi je connais pas, mais que tout le monde doit connaître, des artistes, des sportifs non plus, des basketteurs américains. Tony Parker devrait être présent, Blaise Matuidi, invité de l'écurie alpine, sera là dimanche également. Le très attendu Michael Jordan, qui a pu rencontrer lors d'un dîner Pierre Gasly, et bien qui sera là également. Et nos deux sirènes seront là également dimanche, j'en suis certain. Sur la grille. Ça, ce serait sympa. Dans un bocal. Ça, ce serait sympa. En tout cas, voilà, les célébrités du monde artistique et sportif vont débarquer parce que c'est l'endroit où il faut être ce week-end. Et vous êtes au bon endroit sur Canal+ pour vivre ce 5e rendez-vous et cet inédit Grand Prix de Miami. On est au cœur et presque à la fin maintenant de la 2e séance d'essais libres. Dernière fois que les États-Unis avaient accueilli 2 grands prix la même année, c'était en 1984. Vous vous en souvenez forcément, avec oui, bien sûr. une épreuve organisée à Détroit dans le Michigan et à Dallas. Et l'année prochaine, ce sera 3 grands prix que nous vivrons. Ce seront 3 grands prix que nous vivrons avec Las Vegas qui viendra s'ajouter à la liste. Ouais, ça va être dingue, ça va. Oui, ça va aussi être assez, je pense, époustouflant. Un circuit à Las Vegas qui sur le papier est moins spectaculaire que celui-ci, mais attention, encore une fois, maintenant on dit plus rien parce que oui. Très sincèrement, on s'attendait pas à ce que Miami ça soit ça. On s'attendait à ce que ça soit plutôt une blague, et c'est un circuit qui est juste génial. Il n'y a rien qui fait rire en fait là sur la façon dont ils ont. Il n'est pas simple, hein. Il n'est pas simple. Donc clairement, bravo. Voyons en course, attendons évidemment de voir le déroulé de ce Grand Prix, mais sur le papier on est bon pour l'instant. Voilà. Il y a de l'essence dans la voiture, j'ai l'impression. Et c'est vrai qu'avec ces deux drapeaux rouges, il va quand même falloir trouver un peu de temps pour essayer de simuler les longs relais. Il faut envoyer jusqu'au bout avec le pneu. Hein. Mais bon, il est tout seul, souci Charles. Ils sont plus à 2 voitures, ils n'ont plus la possibilité d'y aller avec les 2 types de gommes différentes. Red Bull est dans la même situation, ça s'équilibre. On a les Mercedes qui peuvent faire le double taf là. Je pense qu'il y a de l'essence dans la voiture parce qu'il est très précautionneux sur les gaz. Et on parlait des éventuelles 4 secondes 3, 2 configurations, hein. On est en rythme course là. Des 2 configurations différentes possibles chez Mercedes. Ça corroborait les propos de Toto Wolff. Juste avant cela, on voit Sergio Pérez en pleine aspiration sur Aston Martin. Il a créé un red flag exprès. Celle de Vettel. Il lui fait des freins. Il a essayé de faire des trop placés, effectivement. Et qualifié à 22h. Il a mis la peinture. 22h. Oula, il veut où Checo là? Qui c'est qui va repeindre ce soir? Ok, d'accord. C'est vous qui allez Franck. Moi j'aime bien avec les traces noires. Toto Wolff qui disait qu'effectivement, il était impossible de simuler en soufflerie et les problèmes de rebond. C'est uniquement en arrivant sur la piste des week-ends de course qu'on pouvait effectuer des tests et découvrir si on avait bon ou pas. Il fallait peut-être effectivement bien séparer les programmes, les réglages pour couvrir un maximum de données, de possibilités. Alors, le rebond qui semble bien plus négatif et mauvais avec les pneus médiums pour Russell que sur le pneu tendre. Blocage de roue de Lewis Hamilton.
carte à jouer ce week-end pour Mercedes, oui, mais non, notamment grâce aux températures élevées. Parce que les autres Grands Prix, vous les avez tôt. En température pour la qualif. Donc là, c'est exceptionnel. Il ne faut pas non plus mentir à la France. Une très bonne place en qualification. Vous n'êtes pas très bien placé pour les horaires des Grands Prix. Nous, on est beaucoup mieux placé pour le coup. Globalement. Légèrement délesté, la roue intérieure. Là, effectivement, vous vous démarquez. Même à Austin, ça sera pareil, mais bon. C'est quoi? C'est 4 ou 5 courses de la saison, c'est pas beaucoup au final. C'est à ça que ça sert, ces fins de séance comme ça, on met l'essence, on met le plein. Ça sert tout simplement à se retrouver un petit peu des marques, à s'habituer un peu à la voiture. Parce que lorsqu'on roule avec 20 kg d'essence, forcément, la voiture est plus légère, on peut attaquer un peu plus dans le pneu, on peut en demander un peu plus au pneu, notamment sur les phases de freinage. Lorsqu'on met 80 kg dans le réservoir, c'est beaucoup plus compliqué, il faut être beaucoup plus précautionneux, et notamment sur ces freinages comme ça, et on voit que Hamilton prend ses marques tout simplement, chose que ne pourra pas faire Sainz. Et Verstappen n'aura pas la possibilité de revenir en piste, il reste 3 minutes, c'est trop tard dans cette séance, pas de chrono pour Verstappen, un seul tour avant que l'on commence à voir apparaître des flammes sur la roue arrière droite. Les problèmes qui s'accumulent en cette première journée de roulage à Miami pour Verstappen. Bah 7h du mat, c'est un peu de la merde quand même. Je t'avoue que... Le troisième pilote, toujours attentif, il manque rien des séances d'essai, c'est nul, rien des informations qui sont proposées par Fernando Alonso ou par Esteban Ocon. Ça reste dégueulasse comme un maximum son nouveau métier, sans rouler ou sans rouler. Il va bientôt rouler, il va rouler un peu dans cette voiture, sur des essais privés. Je crois qu'il a roulé même il n'y a pas longtemps. Non. Dès qu'il en aura l'occasion, oui. 7h du mat, c'est comme chez nous le Grand Prix d'Australie, quoi. Et je t'avoue que le Grand Prix d'Australie, c'est un peu piqué, quoi. Pour un dimanche matin, ça... Oui, d'accord. Si tu veux. Bien sûr, on ne doit pas vivre de la même manière, du coup. Je sais que là-bas, vous vous levez tôt, à cause du soleil, etc. Mais bon, quand même, quoi. Vous n'avez pas le même rythme de vie que nous, on va dire, mais bon. La plupart des Français métropolitains, ils veulent dormir le dimanche, ils veulent pas se lever à 7h. Je t'avoue que... On est dans les temps de Leclerc, là, donc on est plutôt correct. Heureusement que c'est rare, les grands prix comme ça, les drapeaux jaunes encore, qu'est-ce qui se passe? Et c'est Magnussen qui est en marche arrière. Magnussen, c'est pas Mick, ça. Mick s'est pas craché pour l'instant. Il est au virage 7, lui aussi. Ah mais oui, c'est vrai que les coques... J'ai vécu en Guadeloupe plusieurs mois, et c'est vrai que les coques c'est infernal, quoi. Il te réveille mais super tôt, quoi, en fait. Quel enfer. Pérez numéro 1 chez Red Bull. On va à l'église. Non, moi je vais pas à l'église, perso. C'est pas mon délire. Après, chacun fait comme il veut, mais bon. Tout le monde va tirer jusqu'à la fin tranquillement. On va se repentir. C'est pas le moment de mettre face à Lewis Hamilton. Rien du tout. C'est pas le moment d'attaquer. Ah oui, très sur du droit à l'intérieur. Et hop, sa grille était à bout de souffle, j'ai l'impression. Il est en décalage depuis l'entrée sur On va allumer un siège pour Lewis Hamilton. Il est sûrement du 83, comme son pseudo l'indique. Sur la voiture de Kevin Magnussen. Kevin qui nous a fait une petite toupie sympathique. En décalage dans toute la séquence. Oui, après on prend du retard et puis à un moment donné ça décroche, on peut plus lui demander à la voitre de se tenir. Et Vettel, le Spinal. Plus recroisé. Spinal là. Voilà, le Spinal a parlé. Il y a longtemps. Ah, du 45, très bien. Tu vas feinter alors. Face à lui, la McLaren. 83, c'est peut-être ton année de naissance du coup. Incroyable. Non, de Damien Ricciardo, pardon. Et la voiture accidentée de Carlos Sainz. Ouais, avec ça, il lâche plus sa première place. Et il va la garder, je pense. Dommage à la coque, il va falloir le vérifier tout à l'heure. Tout simplement. Parce que si le poussant, vous voyez que les poussants là, ils sont en carbone, bien entendu, si un poussant rentre dans la coque, eh bien la tâche du poussant est cassée et forcément, on doit changer la coque. Ça, c'est un gros billet.
la possibilité, maintenant que le drapeau à damier est agité dans cette deuxième séance d'essai pour les pilotes restants en piste. Bon, séance un peu tronquée par les différents drapeaux rouges, c'est un peu dommage. Encore une fois, bon, ça coupe les lampes. C'est dommage, c'est un peu rouge quand même. Et c'est Russell, eh oui, pour la première fois c'est un petit peu dommage, qui remporte une séance d'essai libre. C'est son nombre d'enfants. Il a vécu avec du rebond, certes, dans cette deuxième séance. Sacrée progéniture. Il y est plutôt bien parvenu. Ian Poulter, le golfeur, présent ce week-end en famille. Bon, et bien sur cette belle séance magnifique, je vous laisse. Et je vais vous dire à demain. Ouais, séance bancale, c'est ça. Donc demain 19h, 19h-20h pour les essais 3. Heure française, évidemment. Et les qualifs à 22h. Donc d'ici là, on se retrouvera pour les news sur TBF1 YouTube, comme d'habitude. Et je ferai le débrief de tout ça demain matin. Parce que là, je vais me coucher, faut pas déconner non plus. Réconforté, on l'imagine. Et puis voilà quoi. Mais bon, en tout cas, Mercedes, pas trop mal. Donc j'attends la confirmation de demain pour les qualifs quand même. Et puis on verra en course. Et Leclerc qui rapporte à la radio que le moteur se comporte de manière assez très étrange dans l'enchaînement des virages 14 et 15. On l'a entendu au passage des vibreurs, des